200 millions de dollars, c'était le budget nécessaire pour produire Vice Versa 2, un prix abusé, surtout si tu le compares à la faible somme de 80 millions dépensés pour Nausea 2. Un film que vous ne connaissez peut-être pas, mais qui a rapporté 2,2 milliards de dollars à ses 600 millions de plus que son concurrent. Donc on peut maintenant se demander, est-ce qu'un gros budget donne forcément le plus gros des chiffres d'affaires? Moi, c'est Quano, et je me dois de vous fournir une réponse claire, accompagnée d'exemples. Partie 1. Le pouvoir de la simplicité. Le secteur de l'animation, c'est un milieu qui ne ralentit jamais. Chaque studio se la donne un max pour créer une production d'une meilleure qualité que les concurrents, expliquant pourquoi les créations les plus acclamées telles que Arcane ou bien même les Spider-Verse sont souvent les plus qualitatives, mais surtout les plus coûteuses. Dites-vous que pour produire un seul épisode d'Arcane, avec tous ses décors et tous ses détails, il faut dépenser au moins 13,8 millions de dollars. Mais il y a un dessin animé qui n'a clairement pas coûté aussi cher qu'Arcane et qui a rapporté beaucoup trop, un véritable empire de bravas tant sa portée et sa popularité immense, c'est Peppa Pig. On s'en rend pas compte parce que ce dessin animé enfantin paraît insignifiant, mais Peppa, en termes de chiffre d'affaires, elle s'assoit largement à la table de gens comme Ronaldo, Dwayne Johnson ou bien même Quano. Et il faut le faire quand même. Sauf qu'avant que je vous parle de la fortune démesurée que ce petit cochon rose a généré, et je vous conseille de vous accrocher parce que vous êtes pas prêts, eh bien il faut d'abord que je vous parle de la production du dessin animé. 31 000 dollars, c'est le budget estimé pour produire un épisode de Peppa Pig. Et dans le milieu de l'animation, c'est abusé à quel point c'est cheap. Là c'est plus Peppa Pig, c'est Peppa Radin. Donc laissez-moi vous expliquer comment ça se fait. Les créateurs de Peppa Pig appliquent une philosophie que moi j'appelle faire moins pour gagner plus. En fait, littéralement chaque élément de cette série d'animation est réduit à son minimum syndical. L'aspect visuel par exemple, eh ben il est hyper simple, tu peux carrément avoir l'impression que c'est un enfant de 4 ans qui a dessiné les chara-design. D'autant plus que les visages des personnages sont de profil, mais leurs deux yeux sont du même côté. Non mais Peppa, tu as un problème là, il serait grand temps de voir la vérité en face. Enfin non, pas de face, toi tu peux pas voir les choses de face, tu es de côté. Mais là où les créateurs de Peppa Pig font le plus d'économies, c'est sur l'animation 2D. L'anatomie des personnages dans Peppa Pig est si simple que les animateurs n'ont qu'à découper leurs membres en morceaux qu'ils peuvent déplacer. C'est une méthode d'animation qu'on appelle le rigging, qui permet de faire bouger les personnages sans avoir à les redessiner frame par frame. Et là, je sais que vous êtes en train de vous dire que c'est juste une méthode de flemmard, mais je vais vous expliquer juste après que c'est un peu plus compliqué que ça. Les décors par contre, ils sont extrêmement minimalistes. Souvent c'est juste une colline verte et un ciel bleu, avec le bâtiment où se déroule l'action de l'épisode. C'est tout. Les seuls moments où le fond est en mouvement, ce sont simplement des PNG qui bougent. Je vous le rappelle, ici c'est le minimum syndical, ce qui fait que les arrière-plans fixes sont réutilisés d'un épisode à l'autre, et ça réduit énormément le temps de production, mais surtout les bravas dépensés. Et enfin, la dernière raison qui peut expliquer un budget si bas, c'est la durée des épisodes qui s'élève à 5 minutes seulement. Ainsi, le scénario est rapide à écrire, l'animation elle est rapide à effectuer, mais surtout l'épisode il est facile à caser dans les grilles des programmes des chaînes de diffusion. Eh ben oui, Peppa Pig elle est partout, que ce soit sur YouTube, sur les plateformes de streaming ou bien même à la télé, c'est impossible de ne pas la voir. Il y a tellement de chaînes qui diffusent ce dessin animé que ce serait limite plus simple pour moi de vous citer les chaînes qui ne le diffusent pas plutôt que de vous citer celles qui le diffusent. C'est dingue. Et si tout à l'heure je vous ai dit que ce minimum syndical qui se voit à travers tous les aspects de la série n'est pas là par flemme, c'est parce que ça rend le cartoon soft en lui retirant toute information superflue qui pourrait perturber l'audience, ce qui est l'idéal pour une audience qui se situe entre 3 et 6 ans. Ainsi, cette production cheap du cartoon, en plus d'être peu coûteuse, réunit toutes les conditions pour être appréciée par son public. Et on arrive enfin au moment que tu attends depuis tout à l'heure, les bravas. Combien est-ce que ça a rapporté tout ça, hein? Premièrement, ce que les plateformes de streaming et les chaînes de télévision payent pour avoir le droit de diffuser la série s'élève à 200 millions de dollars chaque année. Et à ça, on peut ajouter la chaîne YouTube officielle de Peppa Pig, qui depuis son existence cumule plus de 35 milliards de vues. Mais MrBeast, tu peux aller te coucher en fait. je rigole. Donc on estime que la diffusion des épisodes sur YouTube rapporte entre 10 et 15 millions de dollars chaque année, encore une fois. Ça fait depuis 2004 que Peppa Pig existe. En prenant en compte toutes les plateformes sur lesquelles ce cartoon a été diffusé, on en arrive à la conclusion que le dessin animé a rapporté à lui seul environ 3 milliards de dollars en 22 ans. Mais si je dis que c'est le dessin animé à lui seul qui a rapporté 3 milliards de dollars, c'est parce que j'ai fait exprès de ne pas vous parler des produits dérivés de Peppa Pig. Et je pense que vous le sentez à ma voix actuellement, il y a clairement de quoi péter un câble. Donc sans rentrer dans les détails, parce qu'aujourd'hui on parle tout de même de dessin animé, dites-vous
dites-vous que si on compte tous les produits, que ce soit les jouets, les accessoires ou bien les livres, on dépasse largement les 20 milliards de dollars de valeur générée. Je vous l'ai dit que Peppa Pig, ce n'est pas n'importe qui, sauf que ce nombre gargantuesque de 20 milliards de dollars, il faut le prendre avec des pincettes, car il s'agit bien sûr de chiffre d'affaires. Et le chiffre d'affaires, ça n'a rien à voir avec le bénéfice, c'est-à-dire que c'est pas les créateurs de Peppa Pig qui ont empoché tout cet argent. Mais il y a deux individus, deux bougs qui eux sont réellement partis de rien du tout et qui touchent pourtant aujourd'hui des salaires qui sont parmi les plus impressionnants dans le domaine de l'animation. Il s'agit de Trey Parker et de Matt Stone. Ils ont donné naissance à une série que vous connaissez très bien, ils sont les créateurs de South Park. South Park, c'est sans aucun doute l'un des plus gros braquages de l'histoire. Ces deux mecs-là, ce sont des bandits, ok? Avant le succès de la série qu'on connaît aujourd'hui, Matt et Trey étaient de simples étudiants à l'université dans le Colorado, aux States. Et dans un élan de créativité, avec un budget de littéralement $0, ils ont créé leur tout premier court-métrage de 4 minutes. On est en 1992, donc le fait que ça a été produit à l'époque, plus le fait qu'il n'y a pas d'argent qui a été placé dedans, explique pourquoi les images que vous voyez actuellement à l'écran sont comme elles sont, on va dire. Mais les créateurs ont tout de même beaucoup de mérite, car le film a été réalisé avec des petits bouts de papier qu'ils ont découpés, de la colle, du carton et une vieille caméra que l'université leur a prêtée. Ce court-métrage a été projeté pour la première fois dans leur bahut, et on y aperçoit déjà les 4 personnages principaux. C'était un véritable hit parmi les étudiants, ce qui a poussé Matt et Trey à lâcher l'école pour venir s'installer à Los Angeles, car ils avaient envie de percer. Et puisque ce sont des gens qui ont toujours eu de l'ambition, ils ont réussi à rencontrer un véritable dirigeant de la Fox qui leur a donné $2000 afin de créer une petite vidéo humoristique qu'ils pourraient par la suite envoyer à ses amis. Sauf que ce que ce mec ne savait pas à ce moment-là, c'est qu'avec ces 2000 balles, il venait de donner la vie à l'un des cartoons les plus lucratifs de l'histoire. Et même si techniquement il y avait plus de budget que pour le film précédent, en même temps c'est simple de faire plus que $0, et bah visuellement, le cartoon, il est toujours pas très beau. En tout cas, ça leur a coûté $750, ce qui fait que sur les $2000 à la base, ils en ont gardé 1250, c'était leur premier réel bénéfice. Mais c'est là que ça devient véritablement intéressant, parce que pour créer une licence qui marche, on peut pas se contenter de $2000 par-ci par-là. Et surtout, une licence qui marche, ça peut pas être quelque chose avec une qualité pareille. Il était temps pour Matt et Trey de passer aux choses sérieuses. Et ça tombait bien, car exactement au même moment, Comedy Central, une petite chaîne au bord de la faillite, cherchait désespérément un succès pour ne pas couler. Le président de cette chaîne de télévision, il est tombé sur leur deuxième court-métrage, et il a directement vu le potentiel de ces deux jeunes pourtant inconnus au bataillon. Le président, ce GOAT, leur a donc attribué un budget de $300 000 pour produire leur premier épisode. Et effectivement, dit comme ça peut paraître élevé. Dans l'animation, produire un épisode pour 300K, on peut pas dire que ce soit pas cher. À la rigueur, c'est dans la moyenne des budgets, voire la moyenne basse. Mais il faut que vous compreniez que, à ce moment-là, Matt et Trey, ils n'ont pas de taf, pas de tal, et cet argent qu'on leur donne, c'est absolument pas pour eux, non, c'est pour produire un cartoon. Et puisque, je le répète, ils partent de zéro avec ce budget, ils ont dû louer un studio, acheter des caméras spécialisées pour le stop motion, payer une petite équipe d'assistants pour découper des milliers de morceaux de papier, et surtout, payer le loyer de l'endroit pendant les 3 mois de production. En fait, ils étaient tellement fauchés que ces 300 000 balles dont je vous parle qui leur a été alloué pour leur carrière professionnelle leur servait également pour vivre. Ce qui fait que, naturellement, ils ont dû habiter dans leur lieu de travail. Avec en plus la pression dans la tête de se dire que si cet épisode ne marche pas, ils retourneraient à la case départ sans aucune brava. C'était un big flop, ok? Les retours et les critiques étaient catastrophiques. En fait, il y a un truc que vous savez très bien, mais que je me suis gardé de vous dire depuis tout à l'heure, c'est que South Park, c'est vulgaire et c'est explicite. Ainsi, les parents, ils étaient horrifiés de voir exister un cartoon pareil, parce que c'était inattendu. Les notes attribuées à ce dessin animé étaient les plus basses de l'histoire pour la chaîne qui le diffusait. Mais il se passait quelque chose de bizarre. Le président a remarqué que même si les gens disaient détester, l'audimat était élevé, indiquant que les gens semblaient ne pas vouloir détacher leurs yeux de l'écran lorsque South Park passait. Et du coup, il s'est dit, en vrai de vrai, même si ça les choque, si dans tous les cas ils finissent par rester sur ma chaîne, pourquoi j'arrêterais de diffuser South Park ? C'était le diable qui a réfléchi à sa place. Il a donc commandé 6 épisodes supplémentaires à Matt et à Trey, et la suite de l'histoire, on la connaît. Aujourd'hui, pour avoir les droits de diffuser South Park, l'entreprise Paramount paye à Matt et à Trey $300 millions par an. Et étant donné qu'ils s'engagent à produire 10 épisodes en moyenne chaque année, cela signifie que techniquement, un seul épisode de South Park leur rapporte $30 millions. Et ce qui est fou, c'est que après le premier épisode, nos deux créateurs, ils se sont dit que le stop motion, c'était trop compliqué à mettre en place. Ils ont donc migré par simplicité, mais également
également pour aller plus vite vers un logiciel qui s'appelle Autodesk Maya. Ce software abusément pratique permet de reproduire numériquement les textures du papier ainsi que les ombres portées, tout en permettant une animation beaucoup plus rapide et fluide que le stop motion original. C'est pour ça que les épisodes de South Park donnent une impression cheap et bon marché, tout en ayant pourtant un certain standard qualité. Ce qui est sûr, c'est que grâce à ce savoir-faire, la rapidité de leur équipe est phénoménale. Dites-vous que un épisode peut être produit en 6 à 7 jours à peine. Non, pas sur ma chaîne. Désolé. Là où d'autres studios mettent 6 mois minimum. Mais le pire, c'est que bien que leur budget par épisode ait augmenté, il reste nettement moins bas que la concurrence. Pour vous donner un ordre d'idée, 5 millions de dollars c'est le budget par épisode pour les Simpsons, 2 millions de dollars c'est le budget par épisode pour South Park. La différence elle est flagrante. D'autant plus que si on reste sur la comparaison avec les Simpsons, Matt et Trey sont les comédiens de voix de la quasi-totalité des personnages masculins dans South Park, impliquant qu'en termes de performance vocale, ils font énormément d'économies, contrairement aux Simpsons où là c'est la fête. Si vous avez regardé ma vidéo qui s'appelle « À quel point l'animation ça coûte cher », vous savez à quel point les salaires des comédiens de voix de Homer, de Marge, etc. sont aberrants. Mais il y a un film d'animation qui lui aussi a rapporté énormément et qui, tout comme South Park, a fait beaucoup d'économies. Chose qui est très surprenante car Disney, l'entreprise qui l'a produit, n'a pas l'habitude de faire ça. Et il s'agit du Roi Lion, l'original. L'histoire autour de la création du Roi Lion est vraiment fascinante et vous allez voir qu'une fois que je vous aurai parlé de cet accident industriel, et oui je sais, le mot est fort, eh bien vous comprendrez l'ampleur du phénomène. Partie 2. Moins de budget égale plus de liberté? Aujourd'hui, il est impossible de ne pas connaître le mot Hakuna Matata, et pourtant, en 1994, personne chez Disney ne pensait que le film deviendrait aussi populaire. Et quand je dis qu'il a été populaire, bah, je suis mignon, hein. Il a eu le succès d'un blockbuster alors qu'il n'a pas coûté si cher que ça. Et pour information, blockbuster, ça veut simplement dire film à gros budget. Et là, je sais que vous êtes en train de vous dire, oui mais quoi, no pitié, arrête de tourner autour du pot, dis-nous combien ça a coûté. 45 millions de dollars, c'est un budget très modeste, mais c'est quand même pas une dinguerie. En fait, à cette époque-là, Disney ne dépensait pas autant pour ses films qu'aujourd'hui. Là où de nos jours, c'est normal de voir un Zootopie 2, un Vice Versa 2, ou bien même le film Wish avec un budget qui s'élève à 200 millions de dollars. Et oui, le film Wish a coûté 200 millions, mais pourquoi vous êtes surpris? Et bah, à ce moment-là de l'histoire de Disney, les productions ne dépassaient jamais les 50 millions de dollars. À part Pocahontas, qui en plus d'avoir coûté plus cher que le Roi Lion, était le film derrière lequel Disney avait placé toutes ses attentes. Et si je vous parle de notre chère princesse indienne, c'est parce qu'elle a été conçue en même temps que Simba, c'est-à-dire que Disney travaillait sur deux projets en parallèle, Pocahontas et le Roi Lion. Il y avait une équipe A composée des meilleurs animateurs ainsi que des vétérans. Ils ont été envoyés sur Pocahontas. Et ce, parce que Disney était persuadé que ce serait ce film, leur prochain chef-d'œuvre, capable même de remporter l'Oscar du meilleur film. Et à côté, on avait l'équipe B, composée du personnel qui restait, c'est-à-dire que c'était les moins expérimentés. Étant donné que le studio n'avait pas de grandes attentes envers eux, et bah les animateurs ont eu une liberté créative totale. Et même si leurs ressources étaient limitées car ils avaient un budget moins élevé que leurs collègues, et bien au moins ils n'avaient pas la pression. Et je peux vous dire que travailler en ayant la pression et les attentes de Disney sur le dos, ce n'est pas une partie de plaisir. Moi qui avais déjà travaillé en tant qu'animateur chez Disney, je ne renouvellerai pas l'expérience. Qu'est-ce que je raconte? Non. Who is he là? Je dis n'importe quoi. Sauf que, à défaut que ce soit Disney, c'est quelque chose d'autre qui est venu mettre la pression à notre fameuse équipe B, et c'est une chose extérieure au studio. Showing you pictures now of the side of the apartment building on the driveway where you can see that the building is so badly damaged. Governor Wilson has just signed a state disaster declaration for the Los Angeles earthquake. Le fameux séisme de Northridge. Et en vrai de vrai, je vais arrêter de faire le maxeur. Avant de faire mes recherches pour le script de cette vidéo, je n'étais pas au courant de cette malheureuse catastrophe naturelle. On est le 17 janvier 1994 à 4h du matin. Un séisme d'une magnitude de 6,7 a frappé la vallée de San Fernando, qui se situe à Los Angeles. Pour information, la magnitude, c'est un nombre qui donne un ordre de grandeur sur l'énergie d'un séisme. Et pour vous donner un ordre d'idée, une magnitude de 6,7, c'est à peu près l'équivalent de 10 bombes atomiques comme celle d'Hiroshima. Mais un séisme, heureusement, ça ne fait pas autant de dégâts qu'une bombe. Car l'énergie de la bombe éclate à un point précis, tandis que l'énergie d'un séisme se répand sur une grande distance, elle est ainsi répartie et atténuée. Et le séisme de Northridge dont on parle aujourd'hui s'étendait à une distance de 18 km. Mais bien sûr, des secousses se sont fait ressentir jusqu'à bien plus loin que ça. Et malheureusement, suite à cette catastrophe, près de 9000 personnes ont été blessées et 57 personnes ont perdu la vie.
Le studio d'animation où travaillait l'équipe du Roi Lion a également été touché. Heureusement, personne ne se trouvait sur les lieux à ce moment-là. Simplement, la production du film n'a pas pu se dérouler correctement, cela va de soi. Les meubles et les étagères dans les locaux, ainsi que tout le matériel pour les animateurs, est tombé par terre, et la zone du bâtiment a été déclarée comme dangereuse, indiquant que notre équipe B ne pouvait plus s'y rendre pour travailler, mais encore pire, ils ne pouvaient pas récupérer leur matériel. Le truc, c'est que le film doit sortir en juin, ça leur laisse seulement 5 mois pour le terminer, et étant donné qu'il avait déjà été annoncé au grand public, il ne pouvait pas être reporté. Disney, qui n'avait pas de locaux de secours, a dû prendre la décision d'envoyer les animateurs travailler depuis chez eux. Sauf qu'en 94, le télétravail, ce n'était pas aussi répandu qu'aujourd'hui. Cependant, tout à l'heure, j'ai pris le temps de vous dire que l'équipe B n'avait pas beaucoup de pression sur ses épaules, impliquant qu'elle n'était vraiment pas prise au sérieux. Et ça les a surtout poussés à chercher la reconnaissance. Ils voulaient prouver à Disney qu'ils existent et qu'ils ont autant de valeur que l'équipe A. Donc au final, devoir bosser depuis chez eux, c'était absolument pas une contrainte. Au contraire, c'était l'occasion pour eux de pouvoir faire leurs preuves. Ces artistes ont tous dû se recréer un studio de fortune à leur domicile, que ce soit dans leur salon, dans leur chambre ou même leur garage. Et vous savez quoi? Grâce à leur superbe organisation et à leurs efforts collectifs, le film n'a même pas été reporté et le budget n'a même pas été augmenté. Ce qui fait qu'on arrive enfin au bilan, avec un budget à la base de 45 millions. Laissez-moi vous dire que le Roi Lion a rapporté en tout 968 millions de dollars, en chiffre d'affaires bien sûr. Pour de l'animation 2D, c'est du jamais vu. Sauf que je me dois de vous rappeler qu'à ce moment-là, Disney c'était déjà un studio connu et qui roulait déjà sur l'or. Ainsi, c'est pas une immense surprise de voir l'entreprise connaître un tel succès. Donc laissez-moi vous présenter un domaine où les gigantesques succès sont inattendus, le domaine de l'animation indépendante. Et avec ça, on va se pencher sur l'exemple le plus frappant, The Amazing Digital Circus. Partie 3, les anomalies. Sorti initialement en 2023, Digital Circus est devenu l'un des seuls contenus sur YouTube à assurer un nombre de vues démesuré à chaque fois. Et l'une des particularités de ce cartoon, c'est qu'il est produit par un studio dit indépendant. Et ça change tout à la manière dont il est créé, diffusé et financé. En fait, dans un studio traditionnel, comme Disney par exemple, un projet doit passer par des dizaines de décideurs. Un décideur, c'est une personne qui peut choisir de censurer des blagues, de modifier des designs de personnages ou changer l'histoire pour qu'elle plaise à un public plus large. Ce qui fait que chez Glitch, le studio derrière Digital Circus, ils sont bien plus libres que chez les autres entreprises. Impliquant que si Gooseworks, la créatrice, veut qu'un épisode soit sombre, psychologique ou même bizarre, personne ne peut l'en empêcher. Ce qui donne à la série une identité propre et unique. Ensuite, être indépendant, ça apporte un immense avantage financièrement. Et là, on va parler de la propriété intellectuelle. Pour la faire simple, la propriété intellectuelle, ça garantit à une personne que sa création lui appartient à lui et à lui seul, impliquant que personne d'autre ne peut venir utiliser sa création pour gagner de l'argent. Par contre, attention à ne pas faire d'amalgame, parce que les youtubeurs, les journalistes ou bien même les analystes qui font du contenu autour de l'œuvre ne font absolument pas dérogation à la propriété intellectuelle, ne vous en faites pas. C'est-à-dire que moi par exemple, j'ai le droit de faire cette vidéo, hein. Venez pas attraper ma veste, ok? Mais de toute façon, le peu d'argent que je me fais grâce à cette chaîne, l'URSSAF me prend tout. Je n'ai plus d'argent grâce à l'État français. Merci l'État français. Clin d'œil, clin d'œil. Donc étant donné que Glitch est un studio indépendant, il possède 100% de la propriété intellectuelle. Et ça signifie que s'ils veulent vendre des peluches par exemple, le business dont on parlera juste après, et y a personne qui peut venir leur dire « Ouais frérot, j'aimerais que tu changes un peu le design de Pomni s'il te plaît, si on la met en rose, ce sera plus vendeur ». Mais qu'est-ce que tu me baragouines, sale fils de p... Non, chez Glitch, ils peuvent vendre leurs peluches selon leur design et d'après leurs envies. Et là où le studio est très très fort, c'est que pour être un dessin animé reconnu, il faut une immense qualité visuelle. Quelque chose qui, comme on l'a vu tout à l'heure pour les Simpsons ou South Park, demande minimum des millions. Ainsi, vous allez être surpris d'apprendre que le budget pour un épisode de Digital Circus est estimé entre 300 et 500 000 $. Alors que visuellement, on dirait que ça coûte beaucoup plus, au moins autant que South Park, mais même pas! Comment est-ce possible que ça coûte si peu cher? Eh bien, là où des studios traditionnels utilisent des logiciels de rendu haut de gamme, qui sont très lents et gourmands en calcul, on a Glitch qui utilise Unreal Engine, un moteur que vous connaissez peut-être, c'est celui derrière Fortnite. Donc d'un côté, on a des logiciels qui font attendre longtemps les animateurs pour voir une belle image finie, et de l'autre, on a Unreal qui nous montre le résultat final presque instantanément. De plus, la direction artistique fun et colorée de Digital Circus impose aux personnages d'avoir des formes simples. C'est-à-dire que là où Jinx dans Arcane a un modèle 3D hyper élaboré avec beaucoup de détails, Pomni est plus facile à animer. Pourtant, on peut remarquer que visuellement, les personnages de TADC ont une certaine profondeur, ils sont beaux à regarder. Et ça, c'est parce que Glitch place son argent différemment et intelligemment. En effet, une grande partie du budget va dans le jeu des lumières et des ombrages. Et on arrive enfin au coup de maître. Combien rapporte un épisode de Digital Circus? Eh bien, si on compte absolument tout, c'est-à-dire les revenus de YouTube, de Netflix, mais aussi
aussi le marketing que ça apporte pour les peluches, ça nous donne une somme qui s'élève à 4 300 000 $ de chiffre d'affaires. Mais il y a une prouesse qui a beaucoup fait parler d'elle ces derniers temps, un ovni dont je vous ai parlé en début de vidéo. C'est un film qui chez nous est plus populaire pour ses résultats que pour son scénario. Il s'agit de Noja 2. Ce long métrage sorti le 29 janvier 2025 nous raconte l'histoire d'un enfant démon élevé par des humains. Mais le véritable aspect démoniaque dans cette histoire-là, c'est la vitesse qu'il a mis à des succès comme La Reine des Neiges 2, le premier film Mario ou bien Vice Versa 2. Juste faisons un peu de mathématiques. En plus d'avoir eu un bien meilleur chiffre d'affaires, eh bien le film Noja 2 a eu un ratio de rentabilité abusé. En fait, si La Reine des Neiges 2 par exemple a rapporté 1,4 milliard de dollars mais en a coûté 150 millions, bah si tu divises le chiffre d'affaires par le budget initial, ça te donne le ratio à quel point le film a été rentable. Pour La Reine des Neiges 2, ce ratio s'élève à 9,6. Pour Noja 2 par contre, si tu fais 2,2 milliards divisé par 80 millions, est-ce que vous êtes prêts pour le ratio que je vais vous annoncer? Accrochez-vous. 27,5. Noja 2 a généré 27 fois plus que ce qu'il a coûté. Ainsi, là je sais que la question que vous êtes en train de vous poser, c'est comment ça se fait qu'il ait coûté presque 2 fois moins cher que des films qui n'ont même pas rapporté autant que lui? Eh ben, la première raison, c'est que c'est un film chinois. Et bien que les salaires des animateurs en Chine soient en constante augmentation, ce qui est normal vu les bangers qu'ils nous proposent, eh ben ils restent inférieurs à ceux du reste du monde. Ils sont moins bien payés que les Américains, et en particulier ceux de la Silicon Valley, ceux qui produisent les plus gros blockbusters de l'animation, ceux qui travaillent pour Disney. Mais ce serait facile pour moi que je me limite à vous dire que c'est ça la seule raison. Non, personnellement, j'ai voulu creuser la question. Et en faisant mes recherches pour le script de cette vidéo, j'ai appris que le réalisateur, Monsieur Zhao Zi, a énormément décentralisé son animation. En fait, il a mobilisé 138 studios différents à travers la Chine. La plupart d'entre elles étaient des PME, c'est-à-dire des petites moyennes entreprises de moins de 20 personnes. Et étant donné qu'elles étaient énormément, dont certaines qui n'ont travaillé que sur une seule chose pendant des mois, cela a drastiquement réduit les coûts de production. Maintenant, je vous propose qu'on s'attarde un peu plus sur le succès de ce film. Il s'avère qu'il est sorti le 29 janvier, pile poil, pour le premier jour du Nouvel An chinois. C'est un moment où des centaines de millions de personnes vont au cinéma en famille. Et une autre raison qui peut expliquer une telle explosion, c'est le nombre de cinémas qu'il y a en Chine. La Chine est l'un des pays, si ce n'est le pays qui possède le plus d'écrans de cinéma dans le monde, impliquant que même si le prix d'un billet là-bas n'est pas vraiment cher, eh ben le volume de spectateurs qui vont voir un film à succès est tel que les chiffres atteignent des sommets. Et enfin, la raison la plus frappante, c'est l'identité culturelle, ce que le film représente. La licence Noja nous montre sous un format moderne un mythe fondateur de la culture chinoise. Le premier film en 2019 avait créé une base de fans immense, impliquant que le deuxième film a bénéficié d'une attente phénoménale. C'est d'ailleurs pour ça qu'on remarque que les plus gros succès du box-office sont souvent des suites de films qui ont déjà marché. Quoi qu'il en soit, Noja 2 visuellement, il est magnifique. Tu peux carrément le comparer à un Spider-Verse, et je pèse mes mots. Même si, pour moi, les Spider-Verse resteront toujours les best, hein. Et vous me faites pas dire ce que j'ai pas dit, ok? Est-ce que je suis clair? Je suis en train de péter un câble. Ainsi, Noja 2 est venu prouver à l'industrie qu'il était possible de créer un film visuellement équivalent à un Disney pour un prix bien plus bas. D'ailleurs, je drop ça comme ça, mais la prochaine personne qui produira un dessin animé à 2 milliards, non, à 3 milliards, ce sera moi. Non, plus sérieusement, je te propose du fond du cœur de t'abonner si la vidéo t'a plu. Moi, en tout cas, elle m'a plu, hein, je sais pas si mon avis t'intéresse, mais laisse-moi te dire qu'elle m'a plu. Allez, c'était Quano, bye!